tous. Pour ma part, je vais vous parler également d'un texte néo-latin qui a été écrit par Gaspar Scioppius en 1636, du moins publié en 1636, et qui s'intitule Consultationes de Scholarum et Studiorum Ratione, deque prudentiae et eloquentiae parendae modis. Donc c'est du néo-latin, j'avais comme Margot eu l'occasion de le découvrir dans le cadre du TFC, et ce que je trouvais très intéressant dans cette partie de la littérature latine, c'est qu'il y a énormément de choses qui n'ont pas encore été traduites, et donc ça permet de traduire un inédit, et sur base d'un titre qui a l'air intéressant, de se lancer dans quelque chose qui est assez inconnu. Et justement, quand je vous lis ce titre, peut-être ça ne vous évoque pas grand-chose, même avec la traduction « Recommandations sur la méthode d'enseignement et d'apprentissage et sur l'acquisition de la prudence et de l'éloquence », ça peut paraître un peu lourd et peut-être pas ce qu'il y a de plus attractif. Et donc, dans le cas ici d'une présentation de poster comme ça, j'ai imaginé une affiche publicitaire qu'on peut voir dans les valves ou dans les lieux de passage, comme si l'éditeur de Scioppius avait voulu, en 1636, vendre le livre et donner envie à des professeurs ou à des jeunes gens qui devaient se former d'opter pour cette méthode. Et cette idée m'est venue donc avec l'idée des posters, mais aussi en lisant le texte lui-même qui a un aspect fort promotionnel. Prenons les choses dans l'ordre. L'auteur d'abord, Gaspar Scioppius, qui est allemand, son vrai nom est Sciop. Il a étudié le droit et il a exercé en tant que diplomate donc pour l'empereur auprès du pape. Ensuite, ça s'est inversé. Il a été fort impliqué dans la Ligue catholique en Allemagne contre les protestants. Il a beaucoup écrit justement contre ces protestants. Il s'est attaqué notamment jusqu'au roi d'Angleterre, donc il n'avait pas peur de grand-chose. Il s'est aussi attaqué dans son camp, si je puis dire, aux jésuites, qu'il a beaucoup critiqués. À côté de ça, il a écrit des œuvres philologiques, des analyses philologiques, des œuvres pédagogiques aussi. C'est dans ce cadre que s'insèrent les Consultationes. Et donc une partie de mon analyse, je vous le disais, comme Scioppius n'a pas sa langue en poche, c'est de voir un peu la critique qu'il fait de la société en général ou de gens en particulier. Donc parfois ce sont des petites piques qu'il lance à des gens. Par exemple ici à propos d'un ouvrage de Timpler, il écrit « Cette division en certaines classes d'attributs est totalement arbitraire et plus digne d'un agriculteur en train de compter que d'un philosophe classant par genre des objets variés. » On voit un peu le genre de choses qu'il peut écrire. Mais parfois aussi, ça se présente vraiment comme un réquisitoire contre le plan d'études jésuite, qui était la norme à l'époque, ou contre les avocats, qu'il critique comme étant vraiment à la recherche de l'argent, et qui justifient par des textes antiques, et justifient leur pratique. Ça n'apparaît pas sur le poster, mais il y a 4 consultationes, et donc, comme elles forment un tout, je ne les ai pas vraiment représentées ici, mais c'est intéressant dans l'analyse des genres littéraires qui sont utilisés, puisqu'il y a 2 lettres. Donc la correspondance, on sait qu'à l'époque c'était vraiment un genre primordial et beaucoup de choses se faisaient via la correspondance. Et donc on peut y voir une manière de se mettre dans la lignée des humanistes italiens du XVe siècle, qui eux aussi partageaient leur système pédagogique par leur correspondance. On a des listes bibliographiques et c'est intéressant aussi puisqu'il y a parmi une liste de toutes les œuvres qui concernent la littérature latine, que ce soit les éditions d'auteurs anciens ou les critiques de l'époque de Scioppius. On a aussi un style très, très prescriptif, injonctif, par exemple pour dire durant la formation, tu feras ceci pendant autant de mois, ensuite tu passeras à ceci pendant autant de mois. Donc là c'est vraiment très systématique, mais intéressant pour présenter un système pédagogique. Et la 4e recommandation, je disais, c'est vraiment un réquisitoire contre le plan d'études jésuite et contre les jésuites en général. Et les arguments principaux que Scioppius avance, on les retrouve dans le coin, c'est une formation basée, selon lui, sur des mensonges, une grammaire qui contient trop de règles et d'exceptions, et des coûts inutiles. Et donc cela cause le découragement de trop d'élèves, et donc lui veut proposer un système radicalement nouveau, une méthode inédite qui permettrait d'éviter tout cela.
Donc que propose-t-il? C'est un système en 4 ans, 1 an pour l'apprentissage élémentaire de la langue latine, une deuxième année qui est consacrée à la lecture des auteurs antiques, ensuite une troisième année pour l'apprentissage de la logique et de la rhétorique, et enfin une quatrième année où c'est la rédaction qui est basée sur l'imitation des auteurs antiques et des cours de physique, de métaphysique et de politique, sans oublier évidemment dans le contexte des cours de catéchèse qui sont dispensés tous les samedis durant les 2 premières années pour vraiment être au point à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce qui change radicalement avec les jésuites, puisque c'est vraiment ça qu'ils veulent faire? Les jésuites ont proposé un système en 8 ans, donc on voit tout de suite la différence. L'apprentissage élémentaire de la langue, la classe de grammaire, comme ils l'appelaient, durait 3 ans, donc tout de suite on voit la réduction. La dernière classe, la classe de philosophie, également durait 3 ans. Or ici on voit que c'est réparti un petit peu dans la 4e année et dans la 2e année, donc il y a vraiment une réduction à ce niveau-là. Et donc comment on fait Scopius pour pouvoir passer de 8 à 4 ans? D'abord, il explique bien qu'il y a 2 niveaux d'apprentissage de la langue. Le latin peut soit s'apprendre pour le maîtriser de manière convenable, pour pouvoir, comme je disais, devenir un honnête homme, réussir une carrière d'avocat, de commerçant, etc. Ou bien la maîtrise complète de la langue, où on peut critiquer le style d'autres, etc. Mais ça, c'est pour les philologues, et il veut dire que tout le monde n'en a pas besoin, donc ça ne sert à rien d'aller trop loin dans les études. Et donc lui supprime tout ce qui est inutile. Il va par exemple dire que des questions théologiques qui ne servent à rien, sauf à pouvoir les enseigner ensuite, mais tout le monde n'a pas besoin de les suivre. Et donc il les supprime, ça lui fait gagner du temps pour apprendre d'autres choses. Quelque chose de plus étonnant aussi, l'exercice de la poésie, donc l'écriture des vers, il dit que ça n'est pas nécessaire pour tout le monde. Pourquoi se casser la tête à faire des vers si de toute façon ils seront mauvais? Et donc il dit voilà, si vous n'avez pas de talent pour ça, ne le faites pas et consacrez-vous à autre chose, à la politique, etc., des choses qui vous serviront dans votre carrière. Et donc c'est par des procédés comme ça que Scopius parvient vraiment à réduire le cursus. Et alors aussi l'apprentissage de la langue qui se fait en 1 an plutôt que 3 ans, c'est assez impressionnant. Il propose 2 outils qu'il présente comme radicalement nouveaux, le Mercurius Bilinguis et la Grammatica Philosophica. Alors, dans mon mur, j'analyse un peu quels sont ces outils. Le Mercurius Bilinguis, d'abord, c'est un ouvrage bilingue, comme l'indique le titre, italien-latin, et donc ça présente des phrases assez simples, avec l'italien d'un côté et le latin de l'autre, et donc ça permet d'apprendre par accumulation du vocabulaire ou des constructions, et donc au fur et à mesure, il dit que les élèves doivent étudier 10 phrases par jour, et donc ils accumulent chaque jour 10 phrases de plus, et normalement, ils progressent de cette manière-là. En réalité, Scopius n'a pas inventé cette œuvre, c'est une traduction d'une œuvre bilingue espagnol-latin qui existait, et qui avait été réalisée par William Bate, intitulée Janua Linguarum, donc la porte des langues, quelques années plus tôt. Et pour sa Grammatica Philosophica, il propose, à la place de la vieille grammaire poussiéreuse d'Alvarez, qui était la norme chez les jésuites, il propose une grammaire où tout tient en 15 règles, selon ses dires. Et donc, à nouveau, il s'inscrit dans la lignée d'un travail précédent, qui est la grammaire de Sanctius, qui avait fait un travail de reformulation et de remaniement de la grammaire. Et donc lui en a fait une version propre à lui, où il présente les choses encore un peu différemment pour être plus pédagogique et pour vraiment pouvoir s'utiliser dans les écoles. Donc au final, si on reprend un peu tout ce qui a été dit, cette œuvre est vraiment une publicité pour promouvoir le système que Scopius nous propose. Et surtout, il nous propose un système basé sur un principe d'économie. Tout ce qui est inutile, on le supprime. On vise la rentabilité, on veut plaire au plus de monde. Et donc à ces avocats, ces commerçants qui pourront faire vivre la société plus tard. Et ce qui n'apparaît pas sur le poster, c'est qu'il faut aussi étudier la réception, le succès de cette proposition que nous fait Scopius. Alors évidemment, c'est difficile de le savoir puisque ça n'a pas eu un grand retentissement, donc on peut savoir que ça n'est pas devenu le système qui a remplacé le système jésuite, mais on peut difficilement savoir quelle ampleur ça a pu tout de même prendre.
Mais donc là, j'ai quelques pistes, mais qui ne sont pas encore élucidées, donc ce sera peut-être pour plus tard, si vous êtes intéressé par mon mémoire. Merci.